Imaginé par Binge Audio. Vous connaissez sans doute la Formule 1 et ses courses automobiles boostées à la testostérone qui cumulent plusieurs dizaines de millions de dollars. Mais est-ce que vous connaissez la Spermule 1 ? Vous connaissez sans doute la Formule 1 et ses courses automobiles boostées à la testostérone qui cumulent plusieurs dizaines de millions de dollars. Mais est-ce que vous connaissez la Spermule 1 ? Non, vous ne rêvez pas, il s'agit bien des spermatozoïdes de ces deux jeunes. L'objectif, déterminer lesquels sont les plus rapides lors d'un parcours de 2 mm à peine et grossis 100 fois au microscope. En avril 2025 à Los Angeles, un jeune homme de 17 ans a levé 1,5 million de dollars pour organiser la toute première Sperm Race, une course de spermatozoïdes entre deux étudiants, retransmise en ligne pour, en tout cas c'est ce qu'ils disent, sensibiliser face au déclin de la fertilité masculine, qui a chuté de plus de 50% en moins de 40 ans. À la fin de la course, le perdant s'est fait asperger d'un liquide blanc et visqueux, comme s'il se faisait éjaculer dessus. Bon, on pourrait s'en exaspérer, s'en amuser, ou même s'en moquer, mais si je vous raconte ça, c'est parce que s'il y a une semence, un liquide, qu'on associe étroitement à la masculinité, c'est bien le sperme. Mais d'où est-ce que ça sort, ça ? C'est ce que je vous propose d'explorer cet été dans Les couilles sur la table, dans cette série inédite en 5 épisodes. Ça s'appelle « Tout sur le sperme ». Nous sommes 300 millions massés derrière la porte. C'est du gène. Génial. Non, fais pas ça. Non, tu sais, Non, mais je t'assure. Un seul gagnera, tous les autres mourront. À chacun de tes 693 dons de sperme, t'as toujours signé une clause de confidentialité. toujours. Même pas numéroté. Seul un instinct nous guide. On n'est pas obligé de coucher. Je veux juste ton sperme. On nous a baptisés les spermatozoïdes. Avec un médecin, des chercheurs et chercheuses en histoire ou encore en sociologie, on va décortiquer les enjeux politiques et sociaux que le sperme soulève autour de la sexualité et de la procréation et analyser la façon dont il est représenté pour comprendre pourquoi est-ce qu'il fascine autant depuis des siècles. Et pour inaugurer cette collection d'entretiens, je vous propose un épisode éducatif avec un médecin spécialiste de la santé sexuelle des hommes, le docteur Marc Galliano. Il est urologue, andrologue, cancérologue et auteur, il consulte à Paris, et si vous écoutez ce podcast depuis longtemps, vous le reconnaîtrez peut-être puisque Victoire Tuaillon l'avait déjà interviewé en 2020 dans l'un des épisodes les plus écoutés du programme, Tout sur la bite. À force de recevoir des hommes de tous âges, tous les jours depuis plus de 20 ans, d'écouter leurs tracas du quotidien et leurs soucis plus graves, il a décidé d'écrire un guide très accessible pour libérer la parole sur le fonctionnement de l'appareil génital dit masculin. Ce livre, il s'appelle « Mon sexe et moi », manuel pour comprendre et réparer son pénis. Il est coécrit avec la journaliste Rika Etienne et il a paru en 2020 aux éditions Marabout. Sa version poche et illustrée est sortie 1 an plus tard sous le titre « Tout savoir sur le sexe des hommes ». Dans cet entretien, en plus d'apprendre ce qui compose le sperme et comment sont produits les spermatozoïdes, on vous raconte tout ce qu'il y a à savoir sur l'éjaculation, on vous dit la vérité sur le fameux mythe des couilles bleues, on évacue plein d'idées reçues sur la masturbation ou la fertilité, et plein d'autres choses encore. Alors c'est parti. Je m'appelle Naomi Titi et ceci est l'épisode 117 des couilles sur la table, le podcast qui explore les masculinités, créé par Victoire Tuaillon. Je précise que dans cette conversation et dans cette série plus globalement, quand on évoquera les hommes ou les garçons, on parlera essentiellement de ceux qui représentent l'immense majorité de ce groupe, c'est-à-dire les hommes cisgenres, ceux qui se reconnaissent dans le genre qu'on leur a attribué à la naissance. Sachant que ce ne sont pas les seuls à avoir un pénis et à produire du sperme, puisque ça peut aussi être le cas pour certaines femmes trans ou pour certaines personnes non-binaires par exemple.
Mais ça, c'est un autre sujet, car lorsqu'elle implique une prise d'hormones, la transition de genre agit aussi sur la biologie des organes génitaux. Donc tout ce qu'on va décrire ici ne s'applique pas entièrement à leur cas. Voilà pour la précision. Pour commencer, j'ai demandé au docteur Marc Galliano de poser les bases. Qu'est-ce que c'est le sperme exactement ? Comment il est produit et à quoi il sert ? Alors le sperme, d'abord, c'est un liquide biologique qui est, on va dire, un cocktail fabriqué par les testicules pour un petit pourcentage, les canaux épididymaires pour une autre petite part, aux alentours de 2-3%. Vous avez le liquide séminal qui, lui, représente la majeure partie de ce liquide, le liquide prostatique, et juste, on va dire, après la prostate, les glandes de Cooper qui sont un liquide, on va dire, préséminal, qui prépare l'arrivée, le passage des spermatozoïdes. Donc cet ensemble représente en moyenne 3-4 millilitres. En dessous de 1 millilitre, on parle d'hypospermie, et au-dessus de 6 millilitres, d'hyperspermie. Et quel aspect ça a ? Alors, le sperme, au moment de l'éjaculation, on appelle ça un coagulum. Donc c'est blanc, nacré, c'est plutôt compact. Et assez rapidement, en quelques minutes, il va être dilué, découpé en petits morceaux par des enzymes, pour le rendre plus fluide, pour lui permettre évidemment de migrer au sein du vagin et remonter à travers au passage du col utérin, puis arriver près des trompes pour la fécondation. Donc il change d'aspect avec le temps, mais au départ, on a tous à peu près la même couleur, c'est un blanc nacré, et après il y a des variations colorimétriques en fonction essentiellement de l'alimentation et de la prise, on va dire plutôt toxiques comme des médicaments. Là, il peut y avoir des variations normales de couleurs. Ensuite, il y a des couleurs qui nous font réfléchir à une pathologie comme l'aspect marron, qui peut être du sang qui a été digéré, donc on appelle ça une hémospermie. On peut avoir des filets de sang rouge, ou même un peu plus. Donc là, c'est une hémospermie active. Et puis bien évidemment, la couleur jaune, voire jaunâtre, qui pourrait nous faire penser à une infection, qu'on appelle une MST, donc maladie sexuellement transmissible. Donc là, il faut être vigilant. On est programmé pour saigner du nez, ça paraît évident, parfois saigner des gencives, mais il y a des endroits où lorsqu'on saigne, ça fait tout de suite très peur. Les urines, donc l'hématurie, ça fait peur, mais l'hémospermie, c'est ultra traumatisant. C'est-à-dire que après un rapport sexuel, retrouver du sang sur des draps, sur son ventre, là c'est complètement traumatisant, alors que bien souvent, pour assurer les auditeurs et les auditrices, dans 90% des cas, on ne retrouve aucune étiologie, aucune origine grave à ce saignement. Donc c'est pas forcément grave, mais par précaution, il vaut mieux consulter. Exactement, tout à fait. Est-ce que le goût du sperme change en fonction de ce qu'on mange ? Il y a ce mythe que, par exemple, quand on mange de l'ananas, ça rendrait le sperme plus sucré. Est-ce que ça, c'est vrai ? Alors oui, en fait, ce qui est intéressant dans le goût du sperme, il faut avoir la curiosité de goûter son propre sperme, plutôt que de le faire goûter toujours aux autres, autant déjà le tester soi-même. Mais en fait, il y a une signature personnelle. C'est un peu comme les odeurs d'aisselle, les odeurs pubiennes. On a un environnement bactérien, mais aussi on a des dérivés odorifères qui nous sont propres. Et ça peut être modifié évidemment par l'alimentation, mais c'est exactement aussi comme le goût. On peut être sucré, amer, salé. Ça, ce sont les goûts que nous avons par nos papilles gustatives, mais on peut avoir différents types d'odeurs. Est-ce que ça veut dire que l'hygiène de vie fait évoluer le sperme ? Ah, totalement. Totalement. On le voit par exemple en infertilité ou hypofertilité. Les recommandations qui paraissent tellement banales de faire du sport, d'arrêter toute prise de toxiques que sont l'alcool et le tabac. Parce qu'aujourd'hui, boire 3 verres d'alcool par jour, c'est toléré chez l'homme, alors qu'à partir de 1 verre au quotidien, c'est toxique. C'est comme la cigarette. Une cigarette au quotidien, c'est un toxique.
si vous fumez une cigarette de temps en temps ou un verre d'alcool de temps en temps, quand il n'y a pas la chronicité, la récurrence, c'est moins toxique. Donc oui, le sport, l'alimentation, mais aussi donc les toxiques bien sûr, mais le sommeil. Respecter ces cycles de sommeil. Alors, on a chacun nos propres rythmes, on n'est pas tous des hypersomniaques ou des hyposomniaques, mais il faut connaître ses propres rythmes pour pouvoir aussi régénérer aussi son sperme. Et comment est-ce que le sperme évolue au cours de la vie ? Alors, le sperme, au départ, on n'en a pas. Avant la puberté, c'est un liquide clair. Et au moment de la puberté, c'est là où il commence à y avoir les spermatozoïdes qui commencent à se multiplier. Et il faut savoir que dans 1 millilitre de sperme, il y a plusieurs dizaines de millions de spermatozoïdes. Ah oui. Voilà. Moi, ce qui m'avait toujours épaté, c'était que dans un éjaculat normal, il y a à peu près 300 et quelques millions de spermatozoïdes. Et avec le temps, évidemment, il y a une dégradation du nombre. Il y a aussi une dégradation de tous les paramètres, la vitalité, la mobilité et la forme des spermatozoïdes. Donc, oui, on passe par 0 et on revient quasiment à 0. Est-ce que les femmes, et j'entends par là les femmes cisgenres, donc celles qui sont en accord avec le genre qu'on leur a attribué à la naissance, est-ce qu'elles peuvent produire du sperme ou quelque chose qui s'en approche ou pas du tout ? Quand on parle de sperme, on parle de l'ensemble de ce liquide biologique qui contient des spermatozoïdes. Donc pour les femmes, c'est non. Par contre, il y a un liquide qui sont fabriqués par des glandes qu'on appelle des glandes de Skene et d'autres glandes qui sont périurétrales, périvésicales, et on peut avoir une éjaculation. Alors ce qu'on dit souvent les femmes fontaines, pour les hommes c'est très identifiable. Les hommes fontaines ont des hypertrophies des glandes de Cooper. Et il m'est arrivé de traiter chirurgicalement des hommes qui étaient dans un... Plus qu'une gêne, c'était devenu même un complexe social, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils étaient excités, s'ils n'avaient pas de protection dans leur boxeur, se retrouvaient avec un pantalon mouillé. Et donc dans ces cas-là, on peut, avec des techniques de microchirurgie laser, brûler ces glandes de Cooper, ou en tout cas essayer de diminuer le volume ou leur sécrétion, pour permettre à ces hommes d'avoir à nouveau une vie sociale normale. Et donc chez les femmes, oui, il peut y avoir des phénomènes d'éjaculation, mais on peut pas parler de sperme. C'est quoi du coup le terme médical approprié ? Alors vous avez un liquide qu'on appelle la cyprine, qui est un liquide qui est à la fois de lubrification, mais qui peut être aussi un liquide, on va dire, beaucoup plus clair, et qui peut être éventuellement projeté en fonction de la qualité des périnées et surtout de la pratique. C'est-à-dire qu'il faut une pratique assez élevée, bien connaître son corps pour que les massages de certaines zones, surtout du vagin antérieur, permettent à un moment donné d'accumuler suffisamment de sécrétion pour qu'à un moment donné une expulsion. C'est un peu comme les hommes, dans les phénomènes d'éjaculation, plus l'excitation dure longtemps, plus les sécrétions et l'émission va être intense et, on va dire aussi, volumineuse. Quelqu'un qui aurait des éjaculations au quotidien, forcément aurait des volumes plus faibles. Et c'est pour ça que chez les hommes, on fait la différence de l'éjaculation masturbatoire de l'éjaculation lors d'une relation sexuelle, avec ou sans pénétration. Ce qui compte, c'est la durée de l'excitation. Plus ça dure longtemps, plus on sera à même de sécréter ou d'éjaculer un volume plus important. Ouais, on va y revenir. Vous avez mentionné les spermatozoïdes. Donc, c'est vrai que le sperme, on l'associe beaucoup à la fertilité, la fécondité. Est-ce que la quantité du sperme a un impact sur le nombre ou la qualité des spermatozoïdes ? Alors, non. C'est-à-dire que... Alors, c'est tout un équilibre assez savant, mais en même temps, il y a beaucoup de hasard dans tout ça, donc c'est ça qui est aussi très beau, parce que il faut savoir que un homme avec des paramètres spermatiques strictement normaux, une femme avec des paramètres biologiques, hormonologiques strictement normaux, les chances de succès par cycle d'une fécondation, c'est 25%.
Alors, oui, on peut avoir beaucoup de spermatozoïdes, mais s'ils sont fainéants, donc peu mobiles, ils sont peu énergiques, petite vitalité, et ils sont très déformés, c'est pas terrible. Mais il y a aussi des conditions de pH. Le sperme doit être alcalin. Pourquoi ? Parce qu'au contact du pH qui est plutôt acide dans le vagin, il doit neutraliser ce pH pour neutraliser aussi des systèmes immunitaires pour que les spermatozoïdes puissent se gambader sereinement dans les cavités vaginales et utérines. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a plein de paramètres qui font que les spermatozoïdes soient de bonne qualité ou en grand nombre. Il faut qu'il y ait les deux, quantité et qualité. Maintenant, grâce à la science, à la médecine, des hommes qui auraient une petite quantité ou une moins bonne qualité, on peut avoir des processus de concentration et donc sélectionner les meilleurs, même s'ils ne sont pas très nombreux, même s'ils ne sont pas très forts, on peut concentrer tout ça et faire une insémination. Ou vraiment, si on en a vraiment très très peu, on peut faire même de la fécondation in vitro. On en prend un. Et est-ce qu'il y a forcément des spermatozoïdes dans le sperme ? Alors, non. Par exemple, vous avez eu recours à un moyen de contraception, définitive comme la vasectomie, ou réversible comme la contraception thermique ou la contraception par hormones, comme la testostérone, vous aurez un éjaculat quasiment de même volume, mais sans spermatozoïdes. Ou si certains individus ont des anomalies génétiques, par exemple, ils n'ont pas développé de canaux déférents, ou les canaux déférents ont été bouchés à cause d'infections, de traumatismes, ou à l'époque, quand on n'avait pas de vaccin contre les oreillons, c'était un grand classique. Là, à ce moment-là, il y aura une éjaculation, parce que les vésicules séminales, la prostate, concourent à 80% du volume de l'éjaculat. Donc, il y aura un éjaculat sans spermatozoïdes. Concernant, encore une fois, la fertilité, est-ce que le sperme est fertile pendant toute la vie ou pas forcément ? À quel moment est-ce que ça décline ? C'est une très bonne question. Je viens de terminer un livre sur l'andropause. Et l'andropause aussi, c'est pas clair. C'est-à-dire que ce sont des cycles qui sont irréguliers, qui dépendent quasiment de chaque individu. On commence à parler d'andropause aux alentours de mon âge. Oui, parce que l'andropause, c'est l'équivalent de la ménopause pour les hommes. Mais c'est un peu... Il n'y a pas de pause, alors que chez les femmes, il y a une pause. Chez nous, il n'y a pas vraiment de pause. C'est cyclique. On peut avoir à un moment donné une baisse de testo, ça remonte un peu, ça redescend. Ça descend plus ou moins vite selon les individus. On peut lutter contre ces phénomènes-là. La production de spermatozoïdes est liée aussi au phénomène de vieillissement, d'andropause. Et il y a complètement des inégalités entre les hommes. Vous avez des hommes qui restent très fertiles. Pourquoi ? Parce qu'on sait que l'éjaculation, le volume de l'éjaculation diminue avec le temps. Alors chez les hommes, il faut savoir que la prostate, c'est un organe qui est absolument méconnu, mais qui est absolument fabuleux, qui a 3 fonctions. C'est un filtre à germes, c'est un peu comme une grosse amygdale. C'est une mini-centrale à fabriquer des hormones actives, essentiellement la testostérone, et c'est un organe de fertilisation. Par contre, il se situe à un carrefour stratégique. Elle est à la sortie de la vessie, elle est au-dessus du rectum et passe de chaque côté les nerfs érecteurs et juste derrière donc le pubis, là où la verge ensuite sort. Donc cette prostate, quand elle grossit, bien souvent on donne des médicaments qui peuvent donner de l'éjaculation rétrograde, c'est-à-dire qu'au moment où le sperme irait sortir vers l'extérieur, paf, il prend un raccourci, il va dans la vessie. Donc on appelle ça des alpha-bloquants, mais il y a d'autres médicaments qui peuvent donner de l'éjaculation rétrograde. Et puis surtout, il y a des opérations de la prostate qui peuvent donner de l'éjaculation rétrograde. Alors, j'ai développé des techniques chirurgicales qui préservent l'éjaculation, comme la chirurgie du lobe médian, une chirurgie élective. Il y a des technologies comme la vapeur d'eau, qu'on appelle le Rezum, ou des endoprothèses internes qu'on appelle du Urolift, qui permettent aux hommes de mieux uriner tout en gardant l'éjaculation dans le bon sens, qu'on appelle antégrade. Mais il n'empêche que la plupart des hommes auront une intervention sur la prostate. Parce qu'en grossissant, les hommes urinent moins bien, ils urinent beaucoup plus souvent, ils se lèvent la nuit, ça embête tout le monde, eux-mêmes, eux en premier, et donc souvent ils sont opérés. Donc ceux qui gardent une éjaculation dans le bon temps seront fertiles jusqu'au bout quasiment. Les autres
pourront toujours être fertiles du moment où on produit des spermatozoïdes. Et la médecine permet d'aller chercher des spermatozoïdes directement dans les testicules. Donc ça veut dire que globalement, tant que vous avez vos testicules, on peut éventuellement aller chercher des spermatozoïdes. Tant qu'on produit, on peut aller les chercher, même si tout est bouché, même si on n'a plus de prostate. Voilà. Et à savoir que les soucis de prostate, ça arrive à peu près à partir de 50 ans, c'est ça, chez les hommes, ou voilà, parfois avant? Ça me rappelle que, en tant qu'homme de 53 ans, je vis aujourd'hui exactement ce que vivent tous les patients que j'ai pu opérer et que je continue à opérer. Et puis quand on commence à avoir des douleurs par rapport à la prostate, consulter tout de suite et même avant en prévention. Oui, alors ce que je développe aujourd'hui comme concept de gynécologue pour l'homme, c'est de consulter déjà dès l'âge de 13 ans. Il faut complètement changer la donne. Je pense que l'égalité homme-femme, et ça je l'avais déjà dit il y a 5 ans, et ça change, et je le vois changer au niveau des consultations. Elle passera aussi par l'éducation des garçons dès l'âge de 13 ans. Vous êtes une jeune femme, on ne vous laisse pas le choix. Vous allez voir un gynécologue. On va très tôt voir une gynéco. Mais les garçons, c'est pareil. Il faut leur parler de vaccination HPV. Il faut leur parler d'autopalpation. Il faut leur parler d'hygiène, de consentement, d'anatomie. D'où les 2 livres que j'ai pu faire là-dessus. Combien d'hommes connaissent l'épididyme, le canal déférent? Qu'est-ce que c'est un prépuce? À quoi ça sert un frein? Tout ça, il faut le savoir. Sur ce, eux viendront me voir à 50 ans. Et à 50 ans, il ne faut pas attendre les premiers symptômes de l'andropause. Venez avant. 40 ans, on fait un bilan, tout va bien, on se voit à 45. À partir de 50, on se voit tous les ans. Et on détecte très tôt les problèmes. On fait de la prévention. Et donc consulter son médecin généraliste ou exactement, un neurologue. Ou des médecins spécialistes. Le gynécologue pour les femmes et l'andrologue pour les hommes. Je renvoie nos auditeuristes, d'une part déjà à cet épisode Tout sur la bite, si vous voulez avoir un rappel sur l'anatomie du pénis et de l'appareil génital masculin en général, et puis aussi à l'épisode que vous avez fait avec Claire Fournier dans son podcast Chaud dedans, qui parle justement de l'andropause. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de l'éjaculation. Comment ça se produit, l'éjaculation, et comment le sperme sort à ce moment-là? Alors, c'est une mécanique assez incroyable, en fait, parce qu'elle fait appel à une multitude de connexions. L'éjaculation, déjà, il faut faire le distinguo entre orgasme et éjaculation. Donc, si on reste sur la phase, on va dire, technique de l'éjaculation, il y a grosso modo 2 phases. Une phase de sécrétion, une phase d'émission. La phase de sécrétion, elle est contingente de l'excitation. Il faut qu'il y ait à un moment donné un déclencheur, une stimulation visuelle, olfactive, auditive, manuelle. En tout cas, il faut qu'il y ait à un moment donné un enclenchement qui fait que, il faut savoir une chose, les spermatozoïdes sont produits en permanence et ils ont un parcours de dingue. Qu'est-ce qu'un épididyme? Parce qu'on n'en a pas parlé encore. Vous avez, et j'invite les hommes et les auditrices à palper éventuellement leurs hommes. Le testicule, donc c'est ce petit organe qui est à la fois lisse, souple, mais un peu résistant. Et vous avez 2 pôles. Un pôle supérieur, où vous avez la tête de l'épididyme, qui a un renflement assez harmonieux. Vous prolongez votre doigt, vous avez le corps de l'épididyme, et en bas, vous avez la queue. Ce qui est intéressant, si on prolonge cette exploration, on a ensuite un gros spaghetti, ce que j'appelle un gros spaghetti, quasiment la taille d'un petit macaroni, c'est le canal déférent. Il faut savoir que les spermatozoïdes passent entre le testicule et la tête de l'épididyme, qu'on appelle le rété testis. Le rété, ça veut dire filet, en grec. Et ensuite, chemine sur plusieurs mètres, alors que la tête de l'épididyme, ça fait 4 cm de long sur 1 cm de large. Et ça fait plusieurs mètres. Et donc ces spermatozoïdes vont serrer les uns derrière les autres, être poussés au fur et à mesure. Et vont être stockés dans la vésicule séminale. Lorsqu'il y a une excitation, tout s'accélère. Ça produit, ça bouge. Et ça bouillonne dans la vésicule séminale. Plus l'excitation dure longtemps, plus il va y avoir de sécrétion. Bien évidemment, en aval, il y a les glandes de Cooper qui sécrètent, qui préparent l'éjaculation. Donc on va voir se filer
qui est inodore, incolore, sans saveur, mais qui a un vrai filament, qui fait un petit fil, et ce liquide prostatique aussi, qui est un peu visqueux et élastique. Donc là, tout se met en route. Ensuite, on a le départ des vésicules séminales. Alors, bien souvent, lorsque je vais expliquer les phénomènes d'éjaculation aux patients, et d'excitation surtout, on reprend l'image de la couleur. Tant qu'on est dans le vert, en fait, tout se passe bien, il y a les sécrétions qui se passent, on est cool, il n'y a pas de tension dans le corps, et ça se passe plutôt relax. Les vésicules commencent à se tendre, là on passe à l'orange. Mais attention, quand on passe dans le rouge, l'éjaculation, elle est irrémédiable. C'est fait, c'est enclenché, ça part. Donc sur les éjaculateurs précoces, on en parlera peut-être après, il faut jouer entre le vert et l'orange. Et ça se contrôle, quoi. Ouais, ça s'apprend, je vous le dirai après. Et donc là, on arrive à un moment donné où la prostate sécrète aussi. On a la décharge, donc on est passé de la sécrétion à l'excrétion. On va avoir une accumulation dans l'urètre bulbaire. L'urètre bulbaire, c'est le siphon qui se situe juste après la prostate. Là, on a eu une accumulation entre le sphincter lisse de la vessie et le sphincter strié de l'urètre. Dans la prostate, il y a une bonne accumulation. Et là, ensuite, ça passe dans l'urètre bulbaire. Et c'est là où il y a la mécanique de malade qui se met en jeu. Les muscles du périnée. Et oui, les hommes ont un périnée. Et là, vous avez les bulbocaverneux, les ischio-caverneux, qui sont des muscles qu'on sent très bien à la palpation du bulbe. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous prenez votre verge en érection, vous descendez, vous avez un renflement à la base. C'est le corps spongieux qui englobe l'urètre et l'urètre bulbaire. Et vous glissez vos doigts entre l'anus et les testicules, c'est le périnée. Et là, vous sentirez des muscles se contracter. Ou si vous mettez un doigt dans votre derrière ou quelqu'un vous met un doigt, vous sentirez que évidemment il y a le sphincter externe et interne de l'anus qui se contracte, mais surtout vous allez sentir les contractions des ischio-caverneux, des bulbocaverneux. Et là, il y a cette éjaculation, cette explosion qui part en un jet plus ou moins puissant, plus ou moins loin, et donc on peut s'entraîner. Quand on est adolescent, on passe son temps à faire ça, à s'entraîner à éjaculer le plus loin possible. Et justement, sur la puissance du jet, donc ça varie selon l'excitation, selon si on est entraîné ou pas, c'est ça ? Il faut entraîner son périnée pour avoir un jet plus puissant. Ouais. Bon, ça, c'est vraiment pour le fun. Hein, oui, parce ça qu'on sert pas fait ça quand on est forcément ado. À quelque chose. Non, il y a quand même une étude qui avait été publiée par une de mes consoeurs italiennes. Il y a un pourcentage qui n'est pas énorme, mais il y a 17% des femmes qui ressentent l'éjaculation interne au niveau du col. Elles ont des récepteurs, des mécanorécepteurs, et d'autres sentent même la variation de température. C'est absolument passionnant parce qu'en effet, s'il y en a 17% qui arrivent à le faire, je ne vois pas pourquoi les autres n'arriveraient pas. Avec de la patience, de l'entraînement, si ça intéresse, évidemment, il n'y a aucune obligation. Mais bien souvent, lorsque ces femmes sont sensibles à l'expulsion, et ben quand on parle de chirurgie de la prostate, bien souvent celles qui disent « Ah non, c'est hors de question que je perde ce plaisir-là ». C'est hyper intéressant. Bien souvent, l'homme, il serait prêt à perdre son éjaculation parce que lui, ce qu'il cherche, c'est l'orgasme. Parce qu'il a compris la différence entre les deux, qu'on peut éjaculer sans orgasme, mais avoir des orgasmes sans éjaculer. Mais il y a des femmes qui disent non, moi, la chaleur de l'éjaculation, l'expulsion du jet sur mon col, ça me fait jouir beaucoup plus fort. Voilà, c'est pas inintéressant. Et justement, sur ce que vous distinguez entre orgasme et éjaculation, c'est quoi le mécanisme d'une éjaculation sans orgasme, par exemple ? Comment ça se fait ? Alors, par exemple, vous avez un cancer de la prostate, je vous ai coupé les canaux déférents, je vous ai enlevé les vésicules séminales et je vous ai retiré la prostate. À part le liquide des glandes de Cooper, il ne vous reste plus rien. Et bien, ceux qui ont une bonne connaissance de leur périnée, ils vont avoir les mêmes spasmes de contraction. Et il faut savoir que ces spasmes du périnée amplifient la décharge de dopamine. Parce que bon, après tout, soyons concrets, un orgasme, c'est une décharge de dopamine. Hein. Plus intense que si vous mangez un éclair au chocolat. Enfin, quoique moi j'adore les éclairs au chocolat, donc j'ai une bonne dose de dopamine avec. Mais en tout cas, il n'y a pas de commune mesure. Par exemple, si vous pratiquez des orgasmes à répétition. Ce qui est donc possible évidemment. Chez les hommes. Ouais. C'est un peu d'entraînement de prise de conscience. Vous pouvez enchaîner des orgasmes
sans éjaculer. Mais il faut savoir que la sommation de ces orgasmes correspond évidemment à une décharge de dopamine globale, mais ils seront quand même moins intenses. Il faut le savoir. Mais le jeu en vaut la chandelle, puisque pour les tantriques indiens ou les taoïstes chinois, des exercices qu'ils font depuis maintenant des millénaires sont évidemment reproductibles. C'est à la portée de chacun. Il faut se donner un peu le temps, être un peu curieux. C'est très sympa. Après, il faut savoir aussi que on peut avoir des orgasmes sans pénétration. Vous avez parlé de l'éjaculation précoce. Ça, c'est un sujet qui génère beaucoup de honte chez ceux qui le vivent. Déjà, est-ce que ce terme est correct ? Non, aujourd'hui, on a modifié la terminologie. C'est comme, on ne parle pas d'impuissance, on parle de dysfonction erectile. On ne parle plus d'éjaculation précoce, mais d'éjaculation prématurée ou retardée. Parce que ceux qui souffrent d'éjaculation retardée ont la même souffrance. Ce qu'on appelle dans l'argot parisien le peine à jouir, c'est une calamité. C'est pas du tout une fierté. C'est-à-dire que c'est épuisant pour tout le monde et on parlait de ces fameux frottements, c'est pénible. Donc aujourd'hui la définition est stricte. Jusqu'à Master Johnson, l'éjaculation prématurée était définie comme une jouissance, une éjaculation avant l'orgasme ou la jouissance féminine. En France, on a gardé cette définition jusque dans les années 70. Alors qu'aujourd'hui, la définition, elle est internationalement admise. Alors, les gays en sont exclus parce qu'on parle de pénétration vaginale avec une éjaculation en moins d'1 minute. 80 à 90% du temps, on n'arrive jamais à se retenir. Et maintenant, enfin, on a introduit un facteur psychologique. Et il y a un retentissement sur l'individu et sur le couple. Il faut avoir les trois. Souvent, je dis, on est tous éjaculateurs prématurés. Une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, à tout moment. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent dans les habitudes. Ça, c'est le premier facteur. Ça fait quelques années que vous êtes avec la même personne. Vous avez développé des habitudes parce qu'un être humain fonctionne beaucoup par raccourci, dans tout. Tous les jours, vous tournez à droite pour aller amener vos enfants à l'école. Il faut aller à gauche pour aller chez le docteur avant d'aller à l'école. Vous partez à droite. La sexualité, c'est pareil. Une fois qu'on a développé ces habitudes, à un moment donné, on ne fait plus l'effort de. Et donc, on part beaucoup plus vite. Ça, c'est un facteur. Et puis après, il y a la fatigue, l'alcool, la drogue. Il y a des facteurs qu'on peut modifier. D'abord, je pense que se poser, c'est le plus important. Donc, il n'y a pas d'enfant, on est tranquille et serein. Là, on peut passer du temps. Après, vous avez un cookie. Un cookie, c'est logique, ça dure 1 ou 2 minutes. Parce que l'intensité de l'excitation va, en tous les cas, compenser les stimulations. Après, il faut que tout le monde soit consentant et tout le monde soit OK sur la même longueur d'onde. Mais oui, on peut modifier la durée d'éjaculation. Et du coup, c'est lié, vous dites qu'il y a des facteurs psychologiques ? Bien sûr. Quels facteurs exactement ? Alors, l'éjaculation prématurée, il faut distinguer déjà la primaire et la secondaire. La primaire, ce sont des individus qui n'ont jamais pu se contrôler. Alors, est-ce qu'ils se sont tout de suite développés avec de la pornographie, ils sont tout de suite développés dans des schémas très précis, donc ils ont développé une idéation et une énergie libidinale ultra orientée sur des scénarios qui sont, même pas des scénarios, on va dire un scénario tout le temps le même. Donc ils font des déclenchements, donc c'est pavlovien. Je vois un sein, j'éjacule, je mets un doigt, j'éjacule, des trucs pavloviens. Et il y a l'éjaculation prématurée secondaire, c'est-à-dire que tout allait bien et puis on change de partenaire et ça va plus. Donc là, on est quasiment certain que c'est psychologique. Vous avez d'authentiques pathologies liées à la sérotonine. L'éjaculation prématurée ou retardée, ce sont les mêmes mécanismes sérotoninergiques dépendants. Donc c'est pour ça que l'industrie pharmaceutique s'est saisie de l'affaire et a développé un médicament one shot avec un inhibiteur de la recapture de la sérotonine. Moi, j'aime peu prescrire ces médicaments, à part pour ceux qui ont de vraies anomalies biologiques. Mais dans ma patientèle, c'est rare. Il ne faut pas sombrer dans la facilité parce que ça reste des antidépresseurs. Si on ne doit que pallier, parce qu'en vieillissant, on a besoin, ou en étant malade, on a certaines pathologies, il faut pallier à nos déficits.
formidable. Mais aujourd'hui, on a recours un peu trop facilement à la médication. Pourquoi ? Parce qu'on va compenser. On va se suraugmenter. Donc, je ne suis pas très enclin à. Après, vous avez les anesthésiants. Aujourd'hui, il y a des préservatifs contenant des anesthésiants, des lubrifiants anesthésiants qui marchent très bien. Vous pouvez utiliser des anesthésiants en gel, c'est très bien. De temps en temps, pour ceux qui ont des hypersensibilités du gland ou des freins trop courts, on fait de la chirurgie de circoncision ou d'ablation du frein. Donc, il y a des raisons mécaniques, celles que je viens de décrire. Il y a des raisons biologiques, la sérotonine, et la plupart du temps, c'est psychologique. Et donc, c'est là où interviennent les sexologues, formidables thérapeutes, qui vont vous apprendre à gérer votre périnée et puis à gérer cette fameuse couleur vert, orange, rouge. On peut s'amuser pendant des heures à jouer entre le vert et l'orange. Mais entre le orange et le rouge, on peut le faire quand on est plus expérimenté. Là, on prend plus de risques, c'est sympa aussi. Et à un moment donné, on arrive à maîtriser un peu plus orange, rouge, orange, rouge. Mais au départ, il faut bien sentir le vert, le orange, le rouge. C'est question d'éducation. Voilà, donc il y a le psychologique, il y a le physique et il y a le biologique. Vous avez parlé de l'éjaculation retardée. Oui. Dans ce cas-là, est-ce que c'est quelque chose qui peut se soigner ? Est-ce que c'est... Comment on fait ? Alors, j'ai envie de dire, c'est un peu plus complexe. Parce qu'en général, l'éjaculation retardée, il y a des profils psychologiques assez bien identifiés. Ce sont les anxio-obsessionnels. Ce sont en général les patients aussi qui ont des prostatodinies, donc des douleurs périnérales chroniques. Ce sont des parurétiques, donc des gens qui ont du mal à uriner en public. En fait, ce sont des hommes qui sont dans l'hyper-contrôle. Ils contrôlent tout, et notamment leur corps, mais souvent ils le contrôlent de façon inconsciente. J'ai eu un cas assez intéressant d'un couple hypofertile sur un homme qui pratiquait l'éjaculation contrôlée, donc le tantrisme, sans le savoir, depuis l'adolescence. Ça alors. Donc c'était passionnant, parce qu'au bout d'un moment, je comprends pas ce qui se passe. Spermogramme normal, donc éjaculation possible en masturbation. Et j'arrive à lui dire, mais je lui dis, mais vous éjaculez quand même quand vous faites l'amour ? Et lui, il me répond, non. Mais normalement, naturellement. En fait, il le faisait sans le savoir. Et donc évidemment, c'est un peu compliqué. Et donc, du moment où je lui ai fait prendre conscience, lui, comme il s'est constitué comme ça, c'était un très très long cheminement. Mais l'éjaculation retardée, c'est de l'hypercontrôle. Donc ça demande de la relaxation, de la sophrologie, de l'hypnose, des techniques de sexo aujourd'hui bien. Mais c'est compliqué pour eux parce que c'est ancré depuis toujours. Et justement, pour ceux, ce n'est pas toujours des cas d'éjaculation retardée, mais il y a un syndrome connu, on appelle ça un syndrome, mais vous allez me dire si c'en est un, c'est celui des couilles bleues, les blue balls en anglais. L'idée qu'à force d'être trop excité, mais sans pouvoir jouir, sans éjaculer, ça viendrait à faire mal aux testicules jusqu'à presque les faire changer de couleur. Ça, est-ce que c'est un vrai truc ou pas ? Alors, ça, c'est absolument juste et faux. La régulation de la température des testicules dépend d'un muscle qu'on appelle le crémaster, qui est un muscle puissant qui passe le long du cordon spermatique, qui attache les testicules à l'abdomen, pour faire simple, et qui remonte les testicules quand il fait froid et qui les détend quand il fait chaud. Il faut savoir que pour éviter toute blessure des testicules pendant le rapport sexuel, la nature est bien faite, tac, elle remonte. Une excitation qui dure très 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 longtemps, les testicules vont être montés, mais c'est pas le testicule qui va avoir mal, c'est le muscle. Ces jeunes-là vont développer une crampe, puisque ce sont des muscles striés. Donc un muscle strié comme un biceps, faites un bras de fer pendant 10 minutes, vous n'arrivez plus à détendre votre bras, et vous avez des contractures horribles, c'est la même chose. Maintenant, si ces jeunes en plus ont des varicocèles, donc des grosses varices, comme tout ça s'est écrasé, il va y avoir un aspect de grappe de raisin, donc bleu. Voilà, mais ce n'est pas les testicules qui vont vivre une anoxie, une nécrose. Donc oui, c'est vrai, parce que ça fait super mal. C'est lié à une crampe musculaire. Et non, c'est faux, c'est pas lié à une nécrose testiculaire, mais juste pour ceux qui ont des grosses varices de base, à ces varices qui seront plus mises en évidence. Donc c'est teinté.
Et donc, pour éviter cette crampe, il faut juste aller au bout de l'éjaculation, c'est ça ? Ouais, ou pas forcément. Il faut juste se détendre, aller prendre une douche froide et puis marcher. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de forcer l'éjaculation. On n'est pas obligé de forcer la pénétration. Il faut juste se détendre un peu, quoi. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des différences entre l'éjaculation, par exemple, lors d'un rapport sexuel, et l'éjaculation masturbatoire. Donc, j'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu de masturbation. Par exemple, est-ce que la fréquence de masturbation a un effet sur le sperme ? Est-ce que ça change quelque chose ? Oui, complètement. Par exemple, lorsque vous voulez faire un recueil de sperme pour faire un spermogramme, pour étudier la qualité du sperme, on recommande 3-4 jours d'abstinence. Alors pas trop, parce que sinon il va y avoir trop de morts, parce que comme je vous l'ai dit, il y a une autodestruction qui se fait, une autophagie, mais il faut quand même au moins 2-3 jours. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il faut avoir un certain volume pour être efficace. Donc l'adolescent qui se masturbe 10 fois par jour, sur les 4 dernières fois, il n'y a plus rien. Il y a juste du liquide, des glandes de Cooper, s'il en reste encore, parce qu'il faut se régénérer. Alors il faut savoir qu'un ado, il se régénère beaucoup plus vite qu'un homme comme moi qui a 50 ans. Et puis on a des rythmes, on a des cycles. C'est ce que souvent j'explique à mes patients. Vous avez des hommes qui ont des cycles de régénération libidinale d'une semaine, de 15 jours, voire pour les plus lents, de 1 mois. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui pourraient se contenter d'un rapport sexuel 1 fois par mois. Ça va contre l'idée que tous les hommes voudraient du sexe en permanence. Exactement. Il y en a d'autres, par contre, en effet, qui sont beaucoup plus demandeurs, plusieurs fois par jour. Mais les femmes, c'est pareil. Moi, après plus de 20 ans de consultation, j'ai des hommes qui sont malheureux parce qu'ils me disent j'assure pas. C'est-à-dire, ma femme me demande 3-4 fois par jour et moi, je serais plutôt enclin à 1 fois par semaine. C'est pour ça que cette légende de si vous éjaculez tous les jours, vous n'aurez pas de cancer de la prostate, ça me fait hurler. Parce que c'est faux. Il y a un biais dans cette étude qui est monstrueux. Donc mettre la pression sur les femmes pour justifier les gars, si j'éjacule pas, j'ai un cancer de prostate, mais c'est une abjection. Chacun son rythme. Il n'y a pas d'obligation à l'éjaculation. Aucune. Et à l'inverse, est-ce que l'absence, parce que là, on va parler dans cette série d'un mouvement qui s'appelle le mouvement NoFap, qui est de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux, sur Internet, où c'est des hommes qui prônent l'abstinence totale de masturbation avec des arguments qu'ils avancent comme scientifiques, mais qui sont pour la plupart, on va le voir, pas très fondés. Et notamment, ils disent que l'abstinence totale, ça permettrait d'améliorer la fertilité, en tout cas l'abstinence de masturbation. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas du tout? Non, c'est complètement faux. Un de mes amis antiquaires m'a offert un ouvrage qui a été écrit au 18e, qui a été réédité au 19e, sur les méfaits de l'onanisme. Donc l'onanisme, c'est le plaisir solitaire. Alors en effet, il y a des bouquins qui ont été écrits comme quoi c'était la pire chose à faire au monde. Mais pourquoi? Moi, j'ai un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est Le mythe de la virilité d'Olivia Gazalet. Qui a été reçu d'ailleurs dans Les couilles sur la table, dans la première saison. Formidable ouvrage. Et il y a un ouvrage sur quand l'homme prend conscience que c'est le sperme qui fertilise le ventre des femmes. Ensuite, l'homme n'a fait que passer son temps à détruire la mythologie de la femme déesse. Puisque ce mystère de l'enfantement, qui est un vrai mystère, quand on a compris que c'était le sperme qui fertilisait, c'est fini. Et donc oui, là, ces pauvres garçons qui ont revu, à mon avis, qui ont lu avec attention ce bouquin de 300 pages sur les méfaits de la masturbation. Du 19e siècle. Mais du 19e. Il n'y a aucun fondement scientifique. Aucun fondement. On va justement parler de toutes ces imageries de l'histoire de la médecine au 19e siècle avec la prochaine invitée, Marie Valin, qui a étudié ça de très près et qui a tout un chapitre justement sur l'onanisme et ses méfaits physiques et mentaux. C'est très intéressant. Donc ça veut dire que finalement, la masturbation, il n'y a pas de bonne recette, il n'y a pas... c'est un peu selon les corps et il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a quand même des contre-indications à avoir ? Non, il y en a une quand même que je ne recommande pas, c'est la masturbation sur le ventre. Parce que, étant spécialiste de la maladie de la Peyronie, j'ai pu identifier un facteur de risque chez les plus jeunes, c'est-à-dire moins de 25 ans, développer un la Peyronie, c'est ceux qui dorment sur le ventre.
Et ceux qui se masturbent sur le ventre, il y a un vrai problème parce qu'une verge qui se plie... Alors évidemment, il faut qu'il y ait un petit peu de génétique. Je ne veux pas effrayer tous les garçons qui dorment sur le ventre. Mais à un moment donné, il faut arrêter de dormir sur le ventre, il faut dormir sur le côté. Parce que la verge, on a 7 à 8 érections par nuit. Pour ceux qui ont des vrais cycles de sommeil. Je ne parle pas de ceux qui se couchent à 2 heures et qui s'élèvent. Mais ceux qui dorment vraiment bien, on a 5 à 6 phases de rêve. On peut avoir 6 à 7 érections. Si elles sont contraintes en permanente, c'est pour ça que je fais aussi une parenthèse sur ceux qui portent des anneaux thermiques de contraception, ne le portez pas la nuit. C'est de la contrainte. Donc ceux qui se masturbent sur le ventre, attention à, lorsque vous allez vous endormir après, si votre verge en débandant se plie, à force de se plier toujours au même endroit, c'est un peu comme une feuille de papier. Une feuille de papier, vous la pliez 1000 fois, elle se fissure. Le lapéronie, c'est une blessure qui cicatrise mal. Et ensuite, on peut déformer sa verge. Justement, sur la nuit, j'aimerais que vous me disiez un petit peu ce qui se passe lors des éjaculations nocturnes. C'est quoi le mécanisme ? C'est absolument génial. Ce qu'on appelle les pollutions nocturnes. On en a tous eu. Il y a un petit noyau dans le cerveau qu'on appelle le locus niger, qui fait que lorsque vous rêvez que vous jouez au tennis, votre cerveau joue au tennis. Sauf que vous ne bougez pas. Vous ne mettez pas un coup de raquette à votre partenaire. Mais votre cerveau active toutes les zones. La sexualité, c'est pareil. Vous savez qu'on a 5 à 6 phases d'érection nocturne liées au pic de testostérone. Donc forcément, ça pourrait être associé éventuellement à un rêve érotique. Pas forcément parce qu'on n'en sait rien, à part le matin. Et puis un rêve, ça dure quelques centièmes de seconde, donc ça va très vite. Lorsqu'on est sur le ventre et que ce petit noyau ne fait pas bien son travail, vous aurez des mouvements de bassin, éventuellement, et vous aurez donc une éjaculation liée au mouvement, au frottement. Donc grosso modo, c'est comme si c'était quasiment un rapport sexuel. Après, d'autres peuvent avoir, je vais prendre l'image du trop-plein, c'est un peu comme quand on est âgé, qu'on a la vessie qui est pleine, on peut avoir des mictions par regorgement, là ça peut être un peu la même chose. Mais oui, en effet, on peut avoir un orgasme associé à une éjaculation. Alors bien souvent, ces pollutions nocturnes, elles sont confondues avec le liquide de lubrification. Ah, alors c'est quoi la différence ? Il n'y a pas de spermatozoïdes. Et donc on en aura aussi en moindre quantité. Mais chez les ados, ça arrive beaucoup plus fréquemment chez les ados. Au moment où on a des pics de testo de malade, faut savoir que la DHT, c'est une testostérone tellement puissante que oui, chez les ados, ça arrive plus fréquemment chez les ados que chez un homme de 50 ans. Alors avant de conclure, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur les infections et les maladies liées au sperme. Alors qu'est-ce qui existe et à quoi on doit faire attention ? Le sperme, c'est un liquide biologique qui concentre absolument les virus, les bactéries. Donc vous avez toutes les MST, donc les syphilis, gonocoque, chlamydier, uréplasma, mycoplasme. Donc ça, ce sont les MST, mais vous avez aussi les germes du périnée, donc tout ce qui est Escherichia coli, Klebsiella, streptocoque, et tous les virus, HPV, herpès, mais même le Covid, HIV, l'hépatite. Donc ce liquide biologique, c'est un vrai bouillon de culture, donc il transmet tout. Et comment on se rend compte qu'on est infecté par un des virus ou... C'est là où il faut être responsable. Il faut se faire tester. Pour se prémunir des infections, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a donc l'usage du préservatif. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles qu'on peut dire à nos auditrices ? Pour moi, c'est le préservatif. Le préservatif. Et le préservatif, moi, à mon époque, on avait un préservatif. Quand est arrivé le Manix ultra fin, 3 microns, on était comme des oufs. Aujourd'hui, il y a 22 000 préservatifs différents. Ils sont remboursés par la Sécu. Il y en a des qui retardent l'éjaculation, qui ont des goûts machin. Il y a des perlants, il y a des... je veux dire, waouh, c'est quand même cool. Mais on va me dire, oui, mais alors... ouais, mais ça empêche les sensations. Alors moi, j'ai une chose à dire. Quand on connaît un peu l'anatomie, à quoi sert un gland chez l'homme ? Ah, c'est une question pour moi ? Oui. À quoi sert un gland chez l'homme ?
Justement à ressentir les sensations, non ? Développer. C'est l'interrogation. Je me sens piégée là. Ben non, c'est pas un piège, c'est question de connaissance. Non, enfin voilà, vous savez pas, et même les mecs savent pas. Un gland, c'est un airbag. C'est pour ça qu'un gland, c'est mou. Même quand vous êtes en érection, vous pouvez l'écraser. En fait, ça protège des impacts, le col utérin. Et dans un gland, on dit oui, le gland, l'organe sensoriel majeur des mecs, super. Dans un gland, il y a 1000 fois moins, 5000 fois moins de récepteurs que dans un clitoris. À la température et aux vibrations. Le reste, c'est que des récepteurs à la douleur. Donc, quand on parle avec un peu de science, un peu d'anatomie, ça change tout. Très bien. Alors, pour terminer, quelle œuvre d'art vous voudriez nous recommander en lien avec notre conversation ? Honnêtement, je pense que si tous les mecs lisaient le mythe de la virilité, Olivia Gazalet, un ouvrage tellement important dans l'accessibilité et dans son regard féministe, en disant simplement la chose suivante, l'homme s'est auto-piégé. Cet ouvrage, c'est vraiment un ouvrage qui m'a le plus intéressé. Et puis un autre, qui est une femme aussi qui l'a écrit, qui s'appelle L'extase sexuelle, que j'ai lu il y a 25 ans, quand j'étais jeune étudiant et quand j'ai dû développer la consultation d'andrologie à la Pitié quelques années plus tard, qui s'appelle L'extase sexuelle, qui est une autrice qui s'appelle Diana Richardson, qui a développé le tantrisme à la portée de tous. Voilà, et ça, je trouve ça plutôt bien, qu'il y ait 2-3 références, une plutôt, évidemment, lettrée, intellectuelle, et l'autre qui est pratico-pratique. La pénétration à verge molle, il y a tout un chapitre là-dessus, vachement intéressant. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Dr Merci, Galliano. Naomi. Et voilà, c'était le premier épisode de la série Tout sur le sperme avec le docteur Marc Galliano. Je vous redonne le titre de son livre coécrit avec Rika Etienne, Mon sexe et moi, manuel pour comprendre et réparer son pénis, publié en 2020 aux éditions Marabout. La version poche et illustrée s'intitule Tout savoir sur le sexe des hommes. À l'heure où je vous parle, le livre est en rupture de stock, mais vous pouvez assez facilement le trouver sur des sites de vente de livres d'occasion. Ma prochaine invitée de la série s'appelle Marie Valin. C'est une historienne spécialisée sur les masculinités et les sexualités, et avec elle, on va remonter dans le temps pour comprendre d'où vient la fascination et l'obsession de nos sociétés occidentales pour le sperme. J'ai appris plein de trucs en m'entretenant avec elle, vous allez voir, c'est absolument passionnant. Et pour être averti de la sortie, pensez bien à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Si cet entretien vous a plu, partagez-le autour de vous, à tous les hommes de votre vie, mais pas seulement, et puis parlez-en sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous mettre 5 étoiles, nous laisser des commentaires gentils aussi, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez échanger avec nous, il y a toujours notre adresse mail, lescouillessurlatable@binge.audio. Les couilles sur la table, c'est un podcast créé par Victoire Tuaillon et produit par Binge Audio. Je m'appelle Naomi Titi et j'ai préparé, mené et monté cet entretien. Paul Berthiaud s'est occupé de la prise de son et de la réalisation, Marie Foulon de la production et l'édition, Lise Niederkorn de la communication et Thomas Rozek est le rédac-chef de Binge Audio. À l'origine, cette série d'été était une idée de Victoire Tuaillon. Rendez-vous dès le jeudi 14 août 2025 pour écouter la suite. Merci pour votre écoute et salut!